émènera une onde de forme qui se voudra probablement supramentale. Pas probablement, elle sera nécessairement supramentale. Et l'onde de forme du grand monarque est une onde de forme collective. Est-ce que toutes les formes sont supportées par de l'énergie? Toutes les formes sont supportées par de l'énergie. Et lorsqu'on parle du monde de l'informe, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'énergie? Non, il y a de la forme, on parle simplement d'une illusion. C'est comme la photographie du vide, c'est une photographie. On ne peut pas dire, si l'on prend une photographie de quelque chose de vide, qu'il n'y a pas de photographie. Alors l'informe, c'est de la forme, c'est une onde de forme, c'est structuré par de l'énergie, mais une énergie qui n'est pas perceptible par les senseurs normaux de l'humain. Ni au niveau de sa conscience, ni au niveau de son corps astral, mais c'est de l'énergie. Où ça commence, le monde de l'informe? C'est, encore une fois, c'est comme c'est une question de perception, ça dépend de chaque individu, ça dépend de chaque théologie, ça dépend de plusieurs choses, c'est une question de non-perception. Est-ce que dans le monde bouddhique, c'est un monde de l'informe? Non. Dans le monde bouddhique, c'est une bonne question. Ça dépend de ce qu'on entend par forme rendu à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a, comme on parle de l'onde de forme du grand monarque, il va établir une onde de forme sur la planète, au niveau de la structure des constructions, de la structure du vêtement, de la structure de plusieurs choses. Il va établir des ondes de forme au niveau de la relation entre les humains. Dans l'Antiquité, on appelait ça la politesse, sauf que la politesse, c'est une aberration. Ça élimine, ça empêche la communication de mental à mental, donc direct. Par contre, il y aura une onde de forme du point de vue des relations entre les humains qui remplacera ce qu'on appelle la politesse, mais qui ne sera pas aussi stéréotypée que les mécaniques de la politesse. Il y aura une onde de forme du point de vue de la conscience de l'humain, c'est-à-dire que l'humain ne souffrira pas d'être dans un contexte planétaire comme il le fait aujourd'hui. La vision de ce qu'il aura de l'événementiel sera donc une onde de forme qui sera plus agréable et plus facilement mentalisable et intelligençable par sa conscience. Il y a donc dans l'onde de forme différents niveaux de l'onde de forme. Au niveau du plan bouddhique, il y a de la forme, mais une forme qui n'est absolument pas perceptible par un animal humain ou par la majorité des êtres humains en naissance actuellement. Il y a une forme, mais une forme qui va s'exprimer exactement comme si je parle de l'amour planétaire. C'est un amour qui est psychologique, qui amène la souffrance comme un peu de plaisir. Mais est-ce qu'il y a une forme dans l'amour? Oui, et cette forme dans l'amour va s'exprimer dans la façon dont l'amour s'exprime. Alors, il y a une forme dans l'amour, en ce sens que l'être humain va aller jusqu'à donner sa vie, que l'être humain va vouloir se nourrir. Il y a une forme dans l'amour, mais pas une forme comme on le considère dans la matière. Alors, il y a effectivement deux façons d'aimer aujourd'hui. Tu peux battre quelqu'un, c'est une forme d'amour, tu l'aimes. Il y a une forme dans l'amour, mais il y a aussi une autre forme d'exprimer la même mécanique ou la même énergie planétaire, qui sera celle où tu ne battras pas l'humain. Donc, il y a des formes. Alors, dans le plan bouddhique, il y a des formes. Il y aura des expressions endopharmiques, sauf que ces formes ne sont exprimées, évidemment, que si elles touchent une conscience humaine. Comme l'énergie supramentale n'est rien si elle ne touche pas, si elle ne traverse pas une conscience humaine. Alors, dans le plan bouddhique, il y a aussi des formes, mais ces formes ne sont perceptibles uniquement que par l'humain, lorsque l'humain sera en contact avec le plan bouddhique. Jusqu'à quand subsisteront les formes? Juste tant qu'il y aura du temps, de la mémoire, bref, tant qu'il y aura une création. Puis au-delà des formes, qu'est-ce qu'il y a? Ben exactement, il n'y a plus rien. C'est quoi rien? C'est quelque chose qui n'a pas de forme. Comme tu me demandes de parler avec des formes, des choses pas de forme, c'est infaisable. Je le sais, tu le sauras, mais ça ne se communique pas. Donc actuellement, on est limité aux formes. Limité aux formes, c'est une façon de parler. Mais on ne peut pas aller au-delà des formes, étant donné qu'on communique avec des formes. Absolument. Sauf que cette limitation-là, tu vas l'atteindre réellement dans quelques milliards d'années. Alors, c'est pourquoi je dis que limité aux formes, oui. Mais c'est vrai. Puis une fois qu'on aura dépassé les formes, on sera dans rien. On ne dépassera pas les formes. On va transcender les formes. On ne fera rien. Fait qu'on n'aura jamais eu de forme. Voilà. Et la révolution endoformique est pour quand? C'est commencé. Mais le gros boom. Le gros boom, pour quand? Dans les années qui viennent. Et quand je parle dans les années, je parle d'années standards. Là, je parle de 365 jours et 0.25. Je parle dans les années qui viennent. Et est-ce que ça va être au Québec que ça va émerger? Non. Il y a une partie de la mutation endoformique qui va commencer en Europe. Il y a une autre partie qui va commencer aux États-Unis. Il y a une partie qui commence au Japon. Il y a une partie qui commence au Québec. Et chaque partie, est-ce qu'elle est localisée? Elle est spécifique? Elle est spécifique dans des domaines particuliers.
par exemple? Alors, il y aura le nombre de formes vestimentaires qui va commencer dans certains territoires. Il y aura une nombre de formes du point de vue de la relation d'affaires. Il y aura une nombre de formes qui, du point de vue de la mécanique spirituelle. Il y a plusieurs phénomènes endoformiques qui vont commencer un peu partout, sauf que l'Alliance, la majorité de ces mécaniques endoformiques vont surtout naître sous le contexte américain. Donc, évidemment, j'ai inclus le Canada et le Québec. Et si on veut focaliser encore plus, on se rapproche beaucoup du Québec. Et le Québec est spécialisé dans quel domaine d'ondes de forme? Dans l'Alliance de la majorité des ondes de forme. Ça veut dire que lui, il fait la... Il importe, mais il y aura aussi ses créations et il exportera la majorité. Ça veut dire que le Québec va importer des ondes de forme, les ajuster à l'intelligence, et il en exportera quelques-unes de son propre cru. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui vont mourir, pas seulement physiquement, qui vont mourir dans cette révolution-là, qui ne pourront pas supporter? Oui, il y a énormément de consciences psychologiques qui vont devoir disparaître lorsque les ondes de forme vont changer, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'individus qui ne se retrouveront pas. Ils auront toujours l'impression d'être déguisés. Il faut faire attention, c'est que la plus grande mécanique pour pouvoir pénétrer les formes humaines, la conscience collective de l'homme, c'est la mode. Lorsqu'il devient à la mode d'être quelque chose d'autre ou de changer certaines choses, tous ceux qui ne peuvent pas et qui n'ont pas la vibration pour l'être deviennent des marginaux. Comme ces êtres humains sont des êtres normalement faibles, être un marginal, c'est n'être plus rien dans la société. Alors, ils vont essayer de suivre la mode, mais ils la suivront relativement déguisée. Il y en a plusieurs qui, psychologiquement, il y a des grandes parties des âmes de plusieurs individus qui devront mourir. Et quand je dis mourir, certaines vont simplement réintégrer le monde de la mort, d'autres vont simplement se voir anégoïser, et certaines seront simplement ajustées. Et si on pousse, le monde de la mort aussi est une onde de forme. Absolument. L'amour est une onde de forme et la douleur physique est une onde de forme. Absolument. Mais comment se libérer de l'onde de forme de la douleur physique? En se libérant de l'onde de forme de celui qui souffre. Mais si tu es pris dans un crash d'avion, que tu tombes, comment? Ça dépend. Si tu es suffisamment consciente pour te libérer de l'onde de forme, ton avion ne s'écrasera pas. Mais comment? Tant pis pour ceux qui devaient mourir. Mais comment s'effectue la libération de l'onde de forme physique? Bon, premièrement, ça ne se fait pas, ça se fait de temps en temps dans un éclatement, mais normalement, il y a des précurseurs. Les précurseurs sont les individus qui ont des caractères à supramentalisation plus rapides que la majorité, et ils n'ont pas de mérite là-dedans, c'est une question de génétique, et de souffrance, de frustration, ça dépend des personnes, et ces individus-là vont nécessairement engendrer des nouvelles expressions endoformiques dans le langage, dans la façon de bouger, dans la façon de contrôler le système musculaire, donc dans la façon d'exprimer de l'intelligence par le corps physique, alors que normalement on exprime l'ego, l'émotion, par le corps physique. Ces individus vont être précurseurs, donc ils vont établir de nouvelles structures qui graduellement vont être comprises par ceux qui suivent. Ils ne seront adoptés par ceux qui suivent que lorsque ces personnes vont comprendre. Et lentement, encore une fois, cela va prendre quelques années, la majorité des individus qui ont des caractères de supramentalisation vont progressivement adopter des ondes de forme supramentales, qui va faire en sorte que les individus seront capables de plus en plus de se reconnaître, même s'ils ne se connaissent pas. Et lentement, par pilonnage du monde de la mort, cela va engendrer un mortellement des formes, des archétypes, et nécessairement, il y aura encore une fois une forme de guerre. J'ai déjà expliqué que, et ça s'est toujours passé comme ça dans le passé aussi, lorsque je rappelle une petite chose au niveau de l'aristocratie, les aristocrates sont ceux qui dirigent. Ce sont ceux qui expriment le maximum d'intelligence dans les contextes ajustés à leur temps. Bon, ce sont les aristocrates qui vont développer la médecine, qui vont développer l'art, qui vont développer l'astronomie, qui vont développer les voyages, qui vont coloniser, qui vont développer évidemment les arts de guerre, pour se préserver contre les animaux plus animaux qu'eux, ou encore pour pouvoir coloniser plus facilement. C'est eux qui vont développer l'esthétisme, qui vont développer la salubrité. C'est les aristocrates, c'est pas le peuple. Sauf qu'étant donné que l'aristocratie veut toujours préserver ses lignées sanguines pour pouvoir s'obliger à se réincarner dans l'aristocratie, une chose qui peut se faire différemment, on préserve maintenant nos lignées énergétiques et non pas nos lignées sanguines. J'ai expliqué qu'il y avait deux façons de se réincarner, par réincarnation génétique et par imprégnation. Tu n'as pas d'enfant, mais tu peux quand même te réincarner par imprégnation. Lorsque les aristocrates préservant leur lignée sanguine finissent par avoir de tellement graves problèmes génétiques à cause des mélanges consanguins, les mémoires d'aristocrates ainsi que l'intelligence, ne pouvant se réincarner dans les corps débilités des aristocrates
reconnus, se réincarne dans les meilleurs corps du peuple. Dans les meilleurs corps du peuple, l'aristocratie commence à renaître. Sauf qu'elle n'est pas reconnue aristocrate, parce que les caves en haut sont les aristocrates maintenant. Après un laps de temps, le peuple aristocrate, même s'il ne se donne pas de nom comme aristocrate, finissent par créer une révolution qui renverse l'aristocratie au pouvoir et prennent leur place. Et comme on le sait, plus ça change, plus c'est pareil, c'est-à-dire que maintenant que l'aristocratie est renversée, quelques années après, elle est restaurée. Il y a encore le peuple, il y a encore l'aristocratie, mais c'est les vrais aristocrates. Ceux qui travaillent pour l'amélioration des conditions des sociétés. Dans la transmission, il y a une transmission qui est consanguine, il y a une transmission qui est énergétique dans ce qui doit venir, ce qui fait que l'humain n'aura pas le problème des mélanges consanguins dans la préservation des lignées aristocratiques dans l'avenir. L'aristocratie naît à travers le peuple, présentement, comme elle est déjà un peu instaurée à travers les aristocrates déjà présents. Mais les aristocrates déjà présents ont un ego qui leur interdit de reconnaître l'aristocrate dans le peuple. Le peuple, c'est le peuple, pour eux. Et il y a des aristocrates à travers le peuple qui ont de la difficulté à reconnaître un aristocrate dans l'aristocratie. Au nom du collectivisme, c'est-à-dire que quand tu rencontres des aristocrates déchus, ils ont encore le pouvoir, l'argent, etc., mais ils n'ont rien à voir. Quand tu rencontres ces individus-là, lentement, tu places tout le monde dans le même paquet. Alors, tu t'adresses à ces gens comme tu as l'habitude de t'adresser à des gens. L'aristocratie s'instaure progressivement, présentement, à travers le peuple, à travers ceux qui sont déjà aristocrates. Et l'onde de forme va lentement allier les individus. Évidemment, il y a des individus qui vont parler de parvenus. Alors, ils vont dire, oui, mais je la connais, c'est une ancienne assistée sociale. Présentement, elle se présente aux élections. C'est une parvenue. Non, le chemin de la libération, c'est l'aristocratie. Le chemin de la libération. Le chemin de la supramentalisation, c'est l'aristocratie, ou l'aristocratisation. Libération, il faut s'entendre, mais le chemin du confort, c'est l'aristocratie. Le chemin de l'intelligence, c'est l'aristocratie. Le chemin de l'expression de mécanique qui transforme les mondes, c'est aussi l'aristocratie. Et il y a autre chose. Le chemin qui préserve les génétiques est l'aristocratie. Un exemple, si tu es un général et que tu diriges une troupe de soldats au Vietnam, lorsque les Vietnamiens, tes ennemis, vous capturent, le général ne sera pas placé avec ses soldats. Il aura droit à un peu plus de confort. Et on ne le torturera pas au départ. On commence par torturer les soldats. Il fait partie de l'aristocratie militaire et dans n'importe quel domaine, les aristocrates se protègent. C'est archétypalement conditionnel. Bon, une fois qu'il faut qu'il soit torturé, comment il fait pour se libérer de la torture physique? Oui, bien, si c'est un aristocrate supramental, il ne se fera pas capturer. Je te donne un exemple. L'aristocratie, celui qui devient aristocrate, s'ouvre réellement dans un autre monde où, entre individus du même monde, même s'ils sont dirigés par des faisceaux différents, ils vont quand même s'autoriser à certaines choses. Si je prends l'exemple de... Il ne s'appelle pas Papou, il s'appelle... son nom occulte. L'ancien dirigeant d'Haïti. Duvalier. Duvalier est un aristocrate. Marcos est un aristocrate. Oh, sa femme, elle avait plus de 700 paires de souliers différents. C'est le genre d'aristocratie débilitée. Mais ils restaient aristocrates. Lorsqu'ils se font rejeter de leur pays, est-ce qu'ils se font tuer? C'est très rare qu'un aristocrate meure. Ça va arriver. On va dire encore, c'est arrivé en France. Ah oui, mais la France, c'est autre chose. Mais c'est très, très rare qu'un aristocrate meure. Alors, les aristocrates se font amener ailleurs et ils vivent très, très bien. Duvalier vit très bien, Marcos vit très bien, il a des problèmes de santé, mais je parle du point de vue de ce qui l'entoure. L'aristocratie se protège elle-même, c'est un autre monde. Et l'aristocratie se protégeant interdit à quiconque de devenir aristocrate, sauf par la lignée sanguine. Ce n'est pas parce que vous gagnez 7 200 000 $ à la loterie que vous devenez aristocrate. Vous buvez dans des bouteilles de champagne, de la bière que vous avez transversée avant. Comme ça, tout le monde pense que vous buvez du champagne, mais vous n'aimez pas le champagne, vous aimez la bière. Vous n'êtes pas aristocrate parce que vous devenez riche. Mais il y a deux façons de devenir aristocrate. Il y a présentement énormément d'individus qui sont aristocrates, mais qui font partie de l'aristocratie du peuple, c'est-à-dire ce sont des réincarnations d'aristocrates. Et il y a énergétiquement une transformation qui va se faire dans beaucoup d'individus, et cela va les aristocratiser.
tu dis libéré, c'est de toute façon une liberté, le moindrement que tu commences à être aristocrate, mais tu dois ne pas jouer à l'aristocrate, tu dois devenir aristocrate. Dans le début, tu peux jouer pour programmer l'ego à finir par accepter la forme nouvelle. Mais tu dois savoir discerner le temps où tu ne joueras plus, où tu le seras. Donc, l'aristocrate n'est jamais confronté à la douleur physique. L'aristocrate supramental, non. Et les aristocrates ordinaires l'ont été énormément moins que le reste de la population de la planète. Est-ce qu'un individu qui n'est pas aristocrate peut, en se branchant à un ajusteur de pensée aristocratisé, devenir aristocrate? C'est nécessairement ce qui va arriver. Est-ce qu'il y a des ajusteurs de pensée libres dans le plan morontiel qui sont aristocrates présentement? Il y en a énormément. Il y en a énormément. Puis, comment faire pour se brancher à eux? Bon. L'âme, c'est une enveloppe dans laquelle on retrouve la corde d'argent, qui est le canal réincarnationnel, qui relie l'âme au monde de la mort, et c'est par ce canal que se réincarnent 24 heures sur 24 les réincarnations qui manipulent l'humain. Cette manipulation est essentielle parce qu'elle anime le corps physique, permettant la sécrétion de crinienne, donc solidification du corps physique, et en même temps, elle amène de l'énergie qui, dans cette forme exprimée, est débile, est astrale, mais qui servira à créer le double éthérique lorsqu'il sera anégoïsé. Du canal réincarnationnel part un ajusteur de pensée qui revient à l'âme. L'ajusteur de pensée de la majorité des humains ajuste de la réincarnation, ce qui fait que ça n'a pas une grande incidence du point de vue de l'intelligence. Lorsque l'être humain finit par débloquer son ajusteur de pensée du canal réincarnationnel, lorsqu'il est capable de différencier lorsqu'il est vivant et lorsqu'il est mort, lorsqu'il fouille dans sa mémoire, lorsqu'il le débranche, le canal se trouve à être libre dans le plan morontiel. Dans le plan morontiel, il n'y a pas d'information, c'est de l'énergie sans information, il y a une forme là-dedans, mais il n'y a pas d'information réelle, ce n'est pas consistant pour l'humain, pour son âme. Alors l'humain n'a pas l'impression d'être connecté à quelque chose. Il continue donc à faire confiance à son canal réincarnationnel, plutôt que de rester patient dans une attente où il n'y a pas de réponse, où il n'y a pas de question. Dans le plan morontiel, il y a des ajusteurs de pensée qui ont été libérés lorsque les individus qui les ont constitués ou qui les avaient avant sont morts. Ces ajusteurs de pensée attendent que les mémoires se réincarnent pour pouvoir les servir. Lorsque l'individu dans le plan physique adopte une onde de forme adéquate, donc ajustée à un ajusteur particulier, tu parles d'aristocratie, lorsque l'individu adopte une onde de forme aristocrate, dans le langage, comme dans la vestimentation, comme dans la démarche, comme dans l'allure, lorsqu'il adopte une onde de forme aristocratique, il attire des mémoires aristocratiques. Attirant réincarnationnellement des mémoires aristocratiques, il va lentement apprendre à devenir aristocrate, c'est-à-dire qu'il va lentement se sentir de plus en plus devenir aristocrate. Mais on doit absorber des mémoires que nous allons digérer. Autrement dit, notre mental doit rester le maître contrôleur pour ne pas nous faire digérer par ces mémoires, mais pour digérer ces mémoires. De quelle façon nous réussissons à faire cela? Simplement en restant conscients de ce que nous sommes. Pas astralement, mentalement, de ce pourquoi nous faisons les choses. Lorsque nous attirons des mémoires de réincarnationnel aristocratique, nécessairement, l'ajusteur de pensée aristocrate qui attend la réincarnation de ces mémoires, à un moment donné, il va se décoller de l'enveloppe périspiritique du monde de la mort et il va venir se brancher sur un ajusteur de pensée libre. Normalement, il se branche sur une âme en formation, donc un fœtus en création qui va engendrer un bébé, qui va attirer les mémoires réincarnationnelles de ce phénomène. Lorsque tu le fais toi-même, ton ajusteur de pensée doit nécessairement être débloqué pour cela. Donc, l'humain doit travailler de temps en temps la vie. On parle de jeu de la vie 2, on parle de contrôle de l'ajusteur de pensée, langage de l'intelligence. L'humain doit apprendre et doit travailler ce genre d'exercice, ou l'humain doit le travailler uniquement lorsqu'il discute avec d'autres humains, être vivant. Contrôle du système musculo-oculaire, contrôle du système astral, élimination du système de pensée et capacité de supporter le vide, tout en ayant l'effort de faire vibrer le centre laryngé, l'effort de vouloir parler. L'ajusteur va descendre et va se connecter à l'ajusteur de l'individu qui est présentement en train de flotter dans le plan morontiel et il va augmenter ce phénomène. Il va augmenter l'ajusteur de pensée. Ce qui fait que notre individu, progressivement, va avoir accès au monde de la mort. L'ajusteur va traverser le plan morontiel, toucher le monde de la mort. Un individu qui a un ajusteur de pensée qui déjà est en contact avec le monde de la mort va quand même être capable d'ajuster, d'associer, d'additionner à son canal, le canal ajusteur de pensée d'un aristocrate. Et progressivement, l'intelligence prémentale sera prédigérée par l'ajusteur aristocratique
comme il sera de toute façon prédigéré par le reste des ajusteurs de l'individu, et prédigéré en fonction de donner de l'information à l'ego pour que celui-ci puisse se servir de l'onde de forme pour continuer la réincarnation de mémoire d'aristocrates réels, ceux qui changent les mondes. Mais quand on fait ça quand on est vivant, on ne pense à rien. Donc, on ne peut pas diriger. Ça veut dire, c'est à la grâce de quoi qu'on se branche sur une mémoire d'aristocrate? C'est extrêmement simple, c'est que c'est une question de mécanique. Lorsque tu prends une paille et que tu la trempes dans l'eau et que tu aspires, eh bien, tes poumons aspirent. Mais tes poumons aspirent un liquide qui va dans l'estomac. L'estomac se pose la question, oui, mais comment je peux aspirer un liquide à travers la paille? C'est une question de mécanique. Oui. Et il y a énormément de mécanique dans le contexte planétaire qui fait que veut pas, ça vient, ça descend. Alors, quand l'humain est totalement vivant, automatiquement, tout ce qui est libre dans le plan morontiel du point de vue de l'intelligence, d'ajusteurs de pensée, ainsi que de dômes éthériques préconstitués ou au début constitués, abandonnés, vont immédiatement se connecter à l'individu. C'est mécanique et c'est aspiratif. Mais comment on fait pour avoir un choix de qualité? Le choix de qualité va dépendre simplement de la manipulation auquel nous sommes assujettis. Autrement dit, si on ne veut pas parler de manipulation, et plutôt de choix, le choix de qualité dépend de l'onde de forme que tu adoptes. Dépend de la capacité que vous avez de vous botter le derrière pour parler convenablement. De ne pas employer de mots anglais lorsque vous parlez français, de ne pas employer de mots français lorsque vous parlez anglais. Dépend de la capacité que vous avez de travailler votre réservoir mémoriel de mots usuels. Dépend de la capacité que vous avez de travailler les phrases qui n'ont pas de sens, mais qui ont une suite. Dépend de la capacité que vous avez de discuter de mental à mental avec des individus et de ne pas travailler avec les êtres humains comme si vous travailliez avec les individus que vous avez l'habitude de travailler. Autrement dit, lorsque vous communiquez avec un individu, et normalement les individus n'écoutent jamais, mon frère faisait souvent la même référence, et je connais d'autres individus ici dans la salle, qui lorsqu'ils communiquent avec moi ou avec d'autres êtres humains, oublie toujours qu'ils communiquent avec des humains assez qu'à un moment donné, il faudrait leur dire « Ferme ta grande gueule, c'est à moi que tu parles, j'ai compris. » Mais les individus vont continuer à parler, d'ego mentalisé à mental, ne reconnaissant pas dans l'autre un être humain différent de la majorité des animaux avec lesquels ils travaillent. Donc, l'être humain qui évolue lentement vers l'expérimentalisation se doit d'instruire son ego que lorsqu'un humain te dit, ou que lorsque certains êtres humains te disent « c'est correct », mais que c'est correct, c'est compris, mais que c'est compris, ou lorsqu'ils te disent « je vais être au rendez-vous », alors tu renchéris pas, es-tu sûr que tu vas être là? Si j'y suis pas, j'y serai pas. C'est pas une raison. C'est peut-être pas une raison, mais si j'y suis pas, j'y serai pas. Ça change rien à rien. À un moment donné, celui qui veut développer, on parle de faire le vide, mais le faire le vide, c'est au niveau de la pensée. Lorsque tu communiques, lorsque tu parles, tu peux être vide au niveau de la pensée, mais tu peux aussi avoir une pensée astralisée que tu ne conscientises pas. Tu peux avoir une pensée mentalisée, donc qui est astralisée mentale, que tu ne conscientises pas, mais tu peux aussi avoir une communication supramentale, donc c'est toi maintenant qui communiques, il y a le vide, mais lorsque c'est toi qui communiques, pour t'entraîner, tu dois communiquer avec des individus qui ont la capacité d'être supramentalisables, et tu dois autoriser les individus, tu dois reconnaître les individus à une valeur auquel ils sont rendus. Même si vous parlez à votre mari, à votre femme, à votre voisin ou quelque chose du genre, s'il est supramentalisable, il a encore de l'ego. Si vous faites exprès pour venir parler de façon à taper son ego, comme vous savez que tous les humains le font, vous communiquez de façon à manipuler l'ego de l'autre. Mais c'est que non seulement vous allez rejeter loin de vous des individus avec lesquels vous pourriez travailler, mais en plus, vous ne vous entraînez pas à vous supramentaliser, vous vous entraînez à devenir des MTS, des martyrs de la transition supramentale, vous vous entraînez à vous servir de votre puissance pour taper dans l'ego des plus faibles. L'individu, lorsque vous communiquez entre vous ou entre êtres humains qui sont supposément supramentalisables, ça ne veut pas dire qu'ils sont des maîtres, qu'ils sont des fusionnés. Lorsque vous considérez qu'un humain, de temps en temps, communique de mental à mental, eh bien, lorsque vous allez communiquer avec un de ces humains, communiquez de mental à mental. De temps en temps, vous aurez manqué votre coup, vous aurez communiqué avec son ego. C'est possible. Donnez-vous du temps. Et la majorité des personnes qui se communiquent entre eux ne se donnent pas de temps. Et d'autres qui ont un ego trop puissant ne veulent même pas tenter l'expérience. Alors, nécessairement faire le vide, mais aussi travailler l'onde de forme et aussi nécessairement travailler la communication. Et elle manque dans beaucoup de cas.
Je connais beaucoup de séminaristes qui me disent régulièrement, oui, mais quand je regarde toute la gang qui te suit, donc eux sont les seuls à part, et ils ont beaucoup de temps à perdre à regarder toute la gang qui me suit et à se projeter dans la gang qui me suit et à tout connaître de la gang qui me suit, alors que je dois passer mon temps à leur dire, fais attention, dans la gang qui me suit, peut-être 50%, peut-être 25%, mais pas tant que tu penses, sont encore omnibulés par ma présence. Oui, mais la majorité sont suffisamment lucides que si je leur dis « allez vous jeter en bas du pont », ils n'iront pas. Mais les imbéciles, les caves, qui bien souvent ne croient pas cela, ce sont des orgueils, des égos extrêmement puissants, qui veulent être les seuls à s'en être sortis de moi. Et c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus communiquer avec les autres, sachant comment ils sont, les autres. Alors que c'est eux qui sont les pires dans le lot. Mais est-ce que ce serait des égos qui, eux, si tu leur disais, ils restent jetés dans le fleuve? Possiblement. Je serais diplomate, mais possiblement. Ce sont les égos qui ont un besoin vital de savoir qu'ils sont libres de moi et qui viennent me le dire régulièrement. Et qui nécessairement savent comment tous les autres sont pognés. On a déjà parlé du MTS, de l'intellect, parce que le MTS est nécessairement un intellectuel très puissant de base, qui à un moment donné se projette constamment à travers le long de forme d'autrui. Et parce que tu es assis les mains comme ça, le dos droit, l'intellect, le MTS qui se projette dans ta vision, a l'impression que si lui serait comme ça, bien, il serait assujetti. Alors il sait que tu es assujetti. Et il t'haït. Mais pour développer le contact, aller chercher les bons ajusteurs de pensée, recevoir les bons phénomènes réincarnationnels, on doit être capable de laisser tomber les maudits préjugés. Celui qui a une conscience supramentale de la faculté de bilocation, de plurilocation, et la faculté d'adopter plusieurs points de vue. Adopter plusieurs points de vue ne veut pas dire se transposer, se projeter dans les points de vue des autres avec notre vision des choses. L'individu qui marche le dos affaissé, la majorité des MTS vont dire, gars, tu sais, le pauvre type, comment il s'est écrasé par les événements? Oui. Mais s'il a un problème de colonne vertébrale, c'est que celui qui a une colonne droite, se plaçant dans la même situation, considère qu'il est médiocre. Alors il sait que l'autre est médiocre, nécessairement. Mais est-ce que le phénomène MTS est encore indispensable? Est-ce que c'est encore une banque d'énergie? La majorité des MTS essentiels sont trouvés. La majorité des MTS ne proviennent pas de ceux qui ont fait mon séminaire. Il y en a quelques-uns. La majorité, non. Il y a toujours de la place pour des MTS. Mais parce que ça devient une tradition à un moment donné au niveau de l'astral. Mais actuellement, c'est inutile. Non, c'est utile, mais ce n'est pas utile que ce soit vous. Simplement. Mais ça on en revient comme, est-ce qu'il y a un nombre limité de MTS, un nombre limité d'aristocrates? Non. Il y a une quantité d'énergie limitée en MTS, il y a une quantité d'énergie limitée au niveau aristocratique, mais il n'y a pas de nombre. Il y a un nombre limité, oui, mais le nombre est extrêmement fluctuant. Il n'y a pas de nombre précis, mais il y a un nombre limité. Autrement dit, le nombre limité, est-ce que c'est 3825 MTS? C'est suffisant. Mais s'il y en a 5000, ça ne dérangera pas. Mais au-delà de 25 000, ça commence à être problématique. Est-ce que l'humanité peut jouer un tour à la création puis être toute aristocratique? L'humanité peut faire cela, mais ça ne vaut pas la peine d'en parler parce que l'humanité ne l'a pas fait. Donc, si tu dis elle ne l'a pas fait, elle ne le fera pas. Non, parce que finalement, l'humanité, bon, théoriquement, l'humanité pourrait faire cela. Sauf que l'humanité ne le fera pas. Elle ne l'a pas fait. Quand tu dis elle ne l'a pas fait, c'est qu'elle ne l'a pas fait dans le futur. Bien, évidemment. En quelle année tu es quand tu dis ça? On ne compte plus les années à partir de Jésus-Christ. L'onde de forme, c'est un mirage ou une illusion optique non. Au monde de la mort, aux réincarnations qui viennent? L'onde de forme, les attirer? L'onde de forme, c'est l'expression d'une énergie réfléchie par un corps. L'onde de forme, c'est l'expression d'une énergie réfléchie par une forme. La forme peut être une forme pensée, peut être une forme supramentale, peut être une forme bouddhique, peut être une forme physique. L'onde de forme est ce qui est réfléchi par une forme. L'onde de forme est ce qui est réfléchi et nécessairement c'est ce qui va alimenter la forme dans bien des cas, lorsque la forme n'est pas une forme matérielle, lorsque la forme est capable d'auto-énergisation. C'est pourquoi l'onde de forme psychologique devient importante parce qu'elle nourrit l'ego. L'onde de forme de retour nourrit l'ego.
L'onde de forme mentale est importante parce qu'elle nourrit le mental. L'onde de forme supramentale est importante parce qu'elle nourrit le plan supramental. C'est-à-dire, s'il y a des réincarnations qui viennent dans un corps, dans un humain, qui sont attirées à cause de par l'onde de forme, est-ce que c'est nécessairement à cause de la génétique qui est cachée sous l'onde de forme? Faire attention, c'est la génétique de base, sauf que par imprégnation et par mutation, l'humain finit par avoir une génétique nouvelle. Alors, c'est par cellularisation. Ça reste son code ADNique, mais on ne peut pas à proprement parler de génétique en ce sens que ça ne provient pas nécessairement de ses parents. Mais ça provient de qu'est-ce qui c'est De sa mutation, des cellularisations, de sa transformation. Mais ça sert à rien. Les réincarnations aristocratiques, ou quelles qu'elles soient, ne servent à rien. Oui, elles servent à dire aux aristocrates actuels que tu en es un. Elles servent à dire à ce vieux monsieur ou à cette vieille madame multimillionnaire qu'elle devrait tout te léguer parce que tu le mérites. Finalement, c'est un passeport. Ben oui, donc c'est extrêmement utile. Elle sert aussi à autre chose. Quand tu vas rencontrer des aristocrates, il y en a là-dedans qui vont dire, tu vas rentrer, par exemple, tu rentres au Parlement et il y a le premier ministre du Québec, par exemple, qui te voit et qui immédiatement se sent attiré par toi. Tu as réincarné des mémoires réincarnationnelles aristocrates, d'individus qui ont connu ce qui a constitué les mémoires réincarnationnelles aristocrates du premier ministre dans un autre temps. Alors, lui se sent immédiatement attiré vers toi parce qu'il te reconnaît. Il ne te connaît pas. Mais ça marche. Alors, tu vas commencer à discuter avec, et ce que tu vas lui dire, eh bien, il te fait confiance. Il aime jaser avec toi. Vous pouvez dîner ensemble, souper ensemble, et tu es immédiatement inclus. Pourquoi? Simplement parce que tu es allé chercher des mémoires de ses amis. C'est tout. C'est utile. Mais si on va à un niveau plus loin, si on parle de l'intelligence ou l'énergie qui touche cet humain-là, qui est obligé de manipuler toutes sortes de réincarnations pour pouvoir être assis avec un ministre, pour être capable de manipuler celui-là à son tour, puis finalement, pour monter toujours, pourquoi l'intelligence ne fait pas en sorte que tu aies tout ça d'un coup, étant donné que toi, au lieu de passer par tout ce chemin qui est complètement... L'intelligence le fait tout d'un coup. Tout d'un coup, en 10 ans peut-être? Non, toi, tu le fais en 10 ans. L'intelligence, elle le fait tout d'un coup. Étant donné qu'elle ne peut pas aller plus vite. Non, tu ne peux pas aller plus vite. L'intelligence, là, c'est comme si tu dirais, pourquoi ne puis-je pas manger mon steak d'une claque? Tu peux. Le steak est là au complet. As-tu la bouche pour? Mais tu peux, tout est là. L'humain, c'est l'humain qui étire. L'humain qui se niaise, l'humain qui se crée des fausses modesties, l'humain qui s'égoïse, l'humain qui se frustre, l'humain qui gueule, l'humain qui a peur, l'humain qui n'y croit pas, l'humain qui y croit. Mais c'est tout là. Mais est-ce qu'il y a un chemin? Y a-t-il un chemin différent, un raccourci? Tant que tu es habité par un virus, l'âme égoïsée, le raccourci, c'est la négociation. Et la négociation, ben, tu ne peux pas dire pourquoi ça fait d'une claque. Elle se fait d'une claque, la négociation, si ton ego l'accepte. Mais justement, ton ego ne l'acceptera pas. Donc, on doit maintenant prendre des techniques pour arriver à contourner les inhibitions de l'ego et pour reprogrammer l'ego. L'une des grandes mécaniques, c'est l'onde de forme vestimentaire, orale, le début, où tu attires des réincarnations qui te vont. Mais je le répète, celui qui se supramentalise, normalement, perd son emploi, ou du moins s'appauvrit. Celui qui se supramentalise doit voir fondre son ego. Pour voir fondre son ego, l'intelligence supramentale va appuyer dessus pour l'écraser, et l'astral, ne voulant pas qu'il grimpe, va nécessairement s'arranger pour lui prouver que dans cette mécanique-là, dans cette voie-là, tu y perds. Et tu te retrouves sur une corde raide. Il y en a évidemment qui font encore beaucoup d'argent, mais ils en dépensent énormément, puis ceux qui en ramassent énormément, bien souvent ne sont pas encore assez conscients. Jusqu'à temps où tu vas passer à une autre étape. Par la négociation, tu vas devenir un aristocrate planétaire, et là, les lois de l'initiation solaire, les lois de l'intelligence vont commencer à prévaloir pour toi. Alors qu'actuellement, ce sont les lois de l'involution, les lois de l'initiation lunaire, les lois de la mémoire qui prévalent pour toi. Et c'est pourquoi ta génétique est importante, ton nom de famille peut te barrer à bien des places. Les mémoires de ce que tu as fait dans ta jeunesse peuvent t'empêcher de continuer plus tard. Tu es assujetti aux lois de la mémoire, aux lois de l'involution. Lorsque l'être humain, je le répète encore, même si je l'ai dit, ça doit être compris, lorsque l'être humain commence sa supramentalisation, son évolution, il finit par ne plus porter les bons souliers pour être accepté à travers l'humain qui est assujetti aux lois de l'involution, aux lois de l'initiation lunaire. Je parle de pauvres et de riches. Lorsque tu n'es plus capable de manger comme un pauvre,
de manger assis à terre, de rester complètement crotté, de ne pas avoir d'eau chaude pour te laver. Lorsque tu commences à vouloir être autre chose, à te diriger vers les aristocrates planétaires, à vouloir pénétrer dans le monde des riches, de l'intelligence, et je fais un parallèle, je ne dis pas que le riche est intelligent, un parallèle pour que l'ego comprenne. Lorsque tu veux le faire, tu t'achètes des souliers de riches, et lorsque tu rentres dans le restaurant de riches, les riches te mettent dehors. Pourquoi? Parce que tu pues. Mais lorsque tu dis, bon, ben, je vais retourner voir mes amis les pauvres, tu as tes maudits souliers de riches. Mais les pauvres ne veulent plus rien savoir de toi, puis ils te mettent dehors aussi. Et là, tu te ramasses dans un milieu où les deux lois semblent plus fonctionner, où rien ne semble fonctionner. Il te reste une chose à faire. Abandonner l'évolution totale, et tu ne peux pas te rendre compte que tes souliers sont maintenant greffés à tes pieds. Ou bien tu dois maintenant persévérer, être patient et attendre. Il y a des riches, à un moment donné, qui jettent dans la poubelle des choses. Des choses que tu pourras récupérer. Des choses que les pauvres ne veulent pas. Les pauvres, quand tu leur donnes des maisons, ben, ils coupent la maison en morceaux puis ils font cuire leur feu de bois. À un moment donné, tu vas ramasser ce qui est abandonné par les riches et lentement, tu vas être un parvenu. Mais étant un parvenu, ce qui va arriver, c'est que tu vas réincarner tous ceux qui sont pressés. Et lentement, tu vas devenir celui qui n'est plus un parvenu. Et lorsqu'un individu va te voir dehors, il va trouver que tu es un aristocrate, que tu es un riche, puis que tu n'as pas eu de chance. Que tu n'as pas eu de chance. Et parce que tu n'as pas eu de chance, il va, lui, se sentir touché, il va vouloir t'aider. Ce n'est pas de cette façon émotive que ça se passe au niveau supramental, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a une phase où tout semble être arrêté, une phase où tu grimpes après les rideaux, et le pire, c'est qu'il n'y a pas de rideau, une phase où tout semble être bizarre. Attends. Quand on dit qu'un ajusteur de pensée est personnalisé, est-ce que c'est parce qu'il est coloré par la caractéristique principale de l'ego, comme si l'ego est constitué de mémoire d'un riche? Donc l'ajusteur de pensée est personnalisé de mémoire de riche. Un ajusteur de pensée personnalisé est un ajusteur de pensée qui communique entre un double éthérique en constitution et un âme en anégoïsation. Un ajusteur de pensée personnalisé est un ajusteur qui prédigère l'intelligence supramentale en fonction de la personnalité de ton double éthérique, donc en fonction de ta personnalité réelle. Un ajusteur de pensée non personnalisé est un ajusteur de pensée qui n'est pas encore relié à un double éthérique, donc il n'y a pas suffisamment d'anégoïsation chez l'individu pour engendrer un double éthérique suffisamment consistant, donc un double de la personnalité réelle de l'individu, et c'est un ajusteur qui n'est pas personnalisé. L'ajusteur personnalisé fait en sorte que tout ce qui rentre par le canal ajusteur de pensée est nécessairement orchestré en fonction d'une digestion par ta personnalité mentale réelle. Tu n'as plus besoin de lutter pour ne pas te faire digérer. L'ajusteur personnalise les choses en fonction de ce que tu es. Donc, l'ajusteur de pensée personnalisé est un canal qui, de ton double éthérique, t'amène l'information. La personne qui est ni riche ni pauvre est en mutation. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen pour elle de savoir comment se produit sa mutation? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais ça lui sert absolument à rien. Mais c'est quoi le moyen? Ben, c'est un moyen que je ne veux pas dire. Ça lui servira à rien. De toute façon, c'est un moyen que j'ai déjà dit souvent, puis les individus, ça leur satisfait pas, ça leur plaît pas, c'est pas ça, ça sert absolument à rien. Tu dis à n'importe, ça sert absolument à rien. Je ne peux pas encore en parler, mais j'en ai suffisamment parlé, puis les individus, ils répètent toujours les mêmes questions. D'ailleurs, je t'en ai même déjà parlé souvent. Oh, mais ça pourrait... Est-ce que tu peux avancer? Ça ne sert absolument à rien. La simplification de la réponse, c'est continuer à faire ce que tu fais. Mais ça, c'est évident, de toute façon. Exact. Donc, le reste ne vaut même pas la peine qu'on en parle. Pour revenir au grand monarque, parce que lui, ce qui va venir après que les 12 faisceaux soient accomplis... Le grand monarque est l'expression cumulée et homogène, temporellement en même temps, de tous les faisceaux à travers des êtres humains. Donc, le grand monarque est en train d'atterrir, et le grand monarque, lorsqu'il sera totalement atterri, les 12 faisceaux seront là, répartis dans plus ou moins 140 000 corps. C'est-à-dire qu'il y aura eu la résorption du 14e, celle du 13e, et ensuite de ça, arrivera les 12 autres presque en même temps. Vois-tu, depuis le début, l'être humain est totalement mémoriel. L'être humain a toujours vécu historiquement par la guerre. Toujours. L'être humain a toujours vécu en famille, en clan, en division sociale. Et depuis que Lazare règle les choses, il y a des guerres plus massives et des paix plus paisibles. Au lieu d'être en guerre continuelle, on a peur d'une guerre. Quand on est en guerre, on vit la guerre. Puis quand la paix arrive, ben on a quelques années à plus se poser de problèmes. Alors que dans l'Antiquité, dans l'époque pré-lazaréenne,
il y avait des guerres régulières, comme encore dans certaines tribus où finalement, toute ta vie, tu peux te faire attaquer par la tribu voisine. Lorsque le faisceau lazarien va se retirer, ce qui gère le bien et le mal sur la planète va se résorber. Et il ne va rester que l'expérience du faisceau lazarien, et il va rester des manipulateurs, l'expérience de ce que l'humain a toujours été. De ce fait, une apocalypse est prévisible. Une apocalypse où il n'y aura pas juste uniquement des guerres entre les nations, mais où il y aura à peu près dans tous les pays des guerres civiles, où l'individu pourra se faire attaquer n'importe quand. Donc, la stabilité lazarienne va s'estomper. Il y aura une perturbation, une instabilité politique, une instabilité mathématique, une instabilité des naissances, une instabilité financière, une instabilité économique, donc une instabilité à travers tout ce qui va se passer à l'échelle planétaire, ainsi qu'une grande instabilité émotive, théologique et psychologique. Lorsque le faisceau va se résorber, il y aura donc l'humain laissé à lui-même. Et il y aura déjà les prémices d'une aristocratie nouvelle qui ne peut pas nécessairement être puissante avant, mais qui deviendra toute puissante après. L'être humain doit préparer cela. Et celui qui prévoit, celui qui prépare une survie à l'apocalypse est un humain apocalyptisable. Celui qui travaille en fonction de vivre dans une société intelligente est un être humain qui deviendra, dans la majorité des cas, ceux qui vont rétablir l'ordre après. Mais encore une fois, l'être humain qui se contemple dans un miroir ne peut pas comprendre la valeur de ce que je dis. On fait encore référence aux ministres, aux personnes que l'on connaît actuellement qui dirigent les sociétés. Leur point de départ est aussi bas, sinon dans beaucoup de cas plus bas que le vôtre. Et la vie fait que l'humain ne sait pas ce qui l'attend. Lorsque la mécanique du grand monarque arrivera à terme, est-ce que l'astral sera résorbé par les humains qui y demeurera? Lorsque le grand monarque sera totalement instauré, il y aura encore une partie du monde de la mort qui sera extrêmement périsprétisée et il y aura la finalité de l'absorption des contingences du monde de la mort, c'est-à-dire que quand on parle de finalité du grand monarque, il y a une finalité de son instauration et une finalité au niveau de son expression. Je parle de la finalité de son instauration. Il y aura encore des milliers d'humains sur le plan planétaire, des millions d'humains. Mais lentement, ces humains seront fusionnés dans le monde de la mort pour se réincarner dans les individus qui auront des corps physiques relativement immortels. Puis lorsque l'astral sera résorbé justement par ces humains-là, est-ce qu'après ça, il y aura résorption des autres plans, un par un? Graduellement, oui. Où sera le grand monarque durant l'apocalypse? Il y a à peu près 23 réponses en même temps qui me sont venues. La première, vas-y donc. La première, il sera chez toi. La deuxième, il sera chez beaucoup d'individus. Troisième, il sera dans plusieurs livres. Quatrième, il sera dans la couche atmosphérique, dans l'ionosphère. Et puis, on peut continuer comme ça. Bref, il sera ici. Mais il ne sera pas aussi exprimé. Il sera dans énormément d'individus qui seront suffisamment aristocratisables. Des individus qui sont capables de comprendre l'intelligence de l'imbécilité, tout en étant capable de ne pas l'exprimer et en étant capable d'exprimer l'intelligence de l'intelligence. Les aristocrates ou le grand monarque va se cacher à l'intérieur des êtres humains intelligents, non frustrables, anégoïques et patients. À ce moment-là, les gens ne sauront pas, mais quel nom donneront-ils à ça? La majorité de ceux qui vont être... Ils le sauront, mais ça ne s'appellera plus comme ça. C'est-à-dire que l'humain va encore chercher le grand monarque. Les humains vont souvent penser qu'un tel, dépendant des humains, est le grand monarque, alors qu'ils le seront tous. Et ceux qui seront les cavernes ou les antres de l'énergie supramentale en attente d'être exprimés d'une façon gouvernementale, ces individus-là le sauront. Et ils devront, dans certains cas, souffrir l'attente. Dans la majorité des cas, ils attendront paisiblement. Les humains, les personnes au Québec qui ont servi Lazare dans les années qu'on vit présentement, est-ce qu'ils ont nécessairement la réincarnation de Lazare? La majorité, oui. Ils font partie du faisceau lazarien. Même s'ils n'ont fait que servir? C'est juste seulement que ça? Ah bon. Donc, ils vont disparaître en même temps que Lazare va résorber son faisceau. C'est à croire, c'est à prévoir, oui. Puis, une fois que Lazare résorbe son faisceau, où il va? Ah ben, il va là où il va. Est-ce qu'il va rejoindre le Nazaréen? Non.
Beaucoup plus tard, il va simplement sortir de la création en même temps que les 12 autres faisceaux, et en même temps que le faisceau nazaréen, et en même temps que d'autres faisceaux à l'échelle des systèmes universels et super universels. Finalement, oui, mais disons que d'étape en étape, la prochaine étape, non. Est-ce que la prochaine étape, du point de vue des humains, c'est l'attente pour Lazare? Non. Il faut que vous compreniez quelque chose. Vous avez le choix de gagner 1 million à la loterie, mais vous ne devez pas commencer à dépenser cet argent avant 10 ans. Ou bien vous avez le choix de traîner pendant 10 ans sans argent et de gagner quand c'est le temps de dépenser. L'humain va dire c'est pareil. Non. Parce que d'avoir l'argent en banque, maintenant on sait que. Puis de ne pas l'avoir, eh bien, on est convaincu que ça peut être 20, 30, 50, 75 ans où on n'aura jamais d'argent. Dans les deux cas, quand ce sera le temps de dépenser, vous l'aurez. Dans l'un des cas, vous le savez que vous l'avez, puis que ce n'est pas le temps. Vous devenez patient. Vous dépensez les intérêts, mais pas l'argent. Et dans l'autre cas, parce que vous ne pourriez pas supporter la dose d'énergie que vous avez, vous allez vouloir immédiatement commencer à vous en servir, mais vous ne l'avez pas. Alors, l'aristocrate, celui qui devient patient malgré toute l'information que vous avez et que vous aurez, et les contacts que vous aurez avec vous-même, l'aristocrate va être capable de dépenser les intérêts, monnayer l'intelligence, mais sans en dire trop, sans trop aller vite, ne sortir que ce qui s'adapte, de ne sortir que ce que l'humain vient chercher. Et il vivra donc très confortablement, très allègrement, jusqu'à temps que le temps vienne. Et ceux qui ne sont pas capables de devenir patients, ceux-là vivront dans la boue jusqu'à temps qu'ils doivent être bien habillés. Il y a une grande nuance. Mais étant donné qu'on ne sait que ce qu'on dit, si on dit seulement ce qui est adaptable, le reste, on le sait au quart. Le reste, on ne le sait pas au quart. Et si je me fie à ce que tu dis, si on ne sait que ce que l'on dit, le reste, on ne le sait pas. On ne le sait pas, donc on est au même point, on ne peut pas se développer. Non, pour la simple raison que tu dois faire ce que je dis, ce que je disais tout à l'heure, tu dois commencer à rencontrer d'autres personnes qui font partie de cette race d'aristocrates et tu dois communiquer avec eux. Mais l'ensemble de ces individus doit apprendre à se la fermer, doit ne pas vouloir se lancer immédiatement en ceci ou en cela, parce que là, ça ne fonctionnera pas, il y aura des problèmes. Donc, effectivement, tu peux continuer à garnir et à recevoir de l'intelligence, à te préparer. Et tu pourras te servir des intérêts de l'intelligence, c'est-à-dire ce qui sera digéré humainement, bien que plus puissant que ce qui existe déjà, pour pouvoir monnayer cela et vivre en temps et en matière d'une façon confortable. Le reste, ça se discutera dans des réunions fermées. Le reste, ça fera des sociétés fermées. Ça pourra te permettre d'avoir des maisons conventionnelles ou un petit peu nouvelles, avec à l'intérieur énormément de choses que personne n'a à savoir. Ne veux pas, c'est ce qui devrait arriver, parce que sinon, la jalousie planétaire ainsi que les dieux vont s'arranger pour tout faire sauter. Alors, tu devras afficher un diamant ou deux, mais tu ne devras pas sortir en diamant. Vous avez d'autres questions? Jésus, après sa mort, il y a 2000 ans à peu près, Le corps est mort, pas Jésus. les mémoires qui formaient Jésus, sont allés rejoindre son double éthérique. À quoi lui sert de revenir dans un corps, dans la majorité dans une personne à peu près? C'est que le double éthérique de la mémoire de Jésus, donc le double éthérique de Jésus, c'est un double éthérique qui a été constitué par l'énergie du Nazaréen, du Christ, donc de phénomène michaélien en effusion, uniquement pour réussir à convaincre l'ego Jésus de quitter le corps physique pour laisser un corps physique à l'énergie christique. Et pourquoi on n'a pas simplement banni l'égrégore Jésus, l'envoyé dans le monde de la mort, c'est que Jésus devait revenir sur la croix pour préserver la vie du corps physique le temps que le Christ fasse sa descente aux enfers. Jésus a donc été placé dans un double éthérique, on peut dire artificiel, un double éthérique constitué à même une imposante intentionnalité christique michaélienne, mais ce double éthérique n'est pas en contact avec le plan supramental. Vu qu'il n'est pas en contact avec le plan supramental, n'ayant pas été créé à même une descente de ce faisceau, du faisceau Jésus,
à travers l'expérience de Jésus. C'est un double éthérique qui préserve l'intégrité de la mémoire lucide de Jésus, mais qui ne permet pas à Jésus de poursuivre son évolution, bien que cette mémoire est extrêmement évoluée. De ce fait, la mémoire de Jésus revient quelques heures plus tard, quelques milliers d'années plus tard dans le contexte planétaire, dans un corps physique qui est capable de supporter ce qui déjà avait été expérimenté et qui maintenant, par l'expérience naturelle d'une supramentalisation, va permettre à cet égrégore ou à cet égo Jésus de devenir un être supramental. Ça veut... D'où il est, est-ce que le Nazaréen donne des informations au grand monarque? Le Nazaréen, non, il donne de l'information. Parce que donner de l'information, c'est comme intentionnel. Il ne donne pas d'information, par contre, ceux qui sont en dessous ont accès à l'information nazaréenne, et etc., jusqu'à nous autres. Donc, le Nazaréen est en contact avec les Lazaréens. Non, le Nazaréen est en contact avec d'autres plans, qui sont en contact avec d'autres plans, qui sont en contact avec d'autres plans, qui sont en contact avec le phénomène nazaréen. Donc, c'est très coloré quand ça arrive en dessous des Lazaréens. Ce n'est pas très coloré, c'est simplement dilué. Mais ce n'est pas coloré. Est-ce que jusqu'au bout, il va y avoir cette... La seule coloration existentielle dans le contexte planétaire ou dans le contexte cosmique, c'est l'émotion. L'émotion, il n'en existe que dans un contexte gravitationnel planétaire, dans ce qu'on appelle un monde astral, le monde de la mort, un ciel. Au-delà de cela, il n'y a pas de coloration. Une fois que l'astral est résorbé, il n'y a plus de coloration. Même s'il y a 20... Mais tu peux ne pas avoir accès à toute la réalité en même temps. Mais ce n'est pas une coloration parce que tu vas observer des choses et tu n'en concluras rien. Tu ne colores pas. Émotivement, tu vois des choses parce que tu désirerais voir plus ou affirmer ou finir, etc. Tu vas achever par l'imagination le processus d'illusion et d'ignorance, ce qui te manque. Donc, ce sont des parcelles de réalité qui parviennent à ceux qui sont en bas des Lazaréens. Les parcelles de réalité, ce sont des réalités qui ne sont pas tout à fait achevées. Ce ne sont pas des parcelles de réalité. Puis ensuite, est-ce que ça va être le processus... Ensuite, les 12, ils se résorbent en même temps. Donc, il n'y aura pas le processus 12, ils 11. se résorbent séparément. Et il y en a un certain nombre qui vont se résorber rapidement, alors qu'il y en a une certaine minimum qui vont se résorber plus lentement. Il y a 3 faisceaux qui vont finir en même temps vers la fin, et il y en a approximativement 7 qui vont faire ça un peu plus rapidement, dont 4 très rapidement. Puis il y en a 1 ou 2 qui vont niaiser un petit peu entre les deux. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les faisceaux? Celui du Lazaréen? Il y a une hiérarchie au niveau temporel. Il n'y a pas de hiérarchie au niveau émotionnel. Donc, il y a des faisceaux qui hiérarchiquement sont plus évolués, plus réchauffés, parce que ce sont les faisceaux qui ont été les premiers à être densifiés. Mais il n'y a pas de hiérarchie émotive. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a un faisceau qui exécute les ordres d'un autre faisceau. Une fois à l'autre côté, tous les faisceaux sont de la même valeur. C'est un mot émotif, de la même... On s'en fout. Puis, ce qu'ils font, on s'en fout aussi. Pour l'instant, oui, parce que ce n'est pas... Avec ce qui a été expliqué dans la conférence d'aujourd'hui, ça devient un peu dommage de ne pas travailler dans ce qui a été dit pour travailler ailleurs. À un moment donné, on peut revenir avec d'autres choses ailleurs qui, dans le contexte énergétique, seraient utilisables. Présentement, avec tout ce qui a été dit, il serait préférable de tripoter un peu ce genre d'énergie. On a parlé de l'onde de forme, du monarque, on a parlé de plusieurs choses qui ont trait à l'humain, au contact avec le double éthérique. Alors, parler de ce qui se passe après la résorption des faisceaux, c'est intéressant, mais ce serait dommage. Pourquoi? Pourquoi ce serait dommage? Bien, simplement que présentement, tu es en train de boire un aliment qui va te nourrir, et à peine tu commences à y goûter que tu veux goûter à l'autre boîte. Ben, c'est toujours comme ça. Du moment que tu es rendu sur un échelon, tu vois l'autre, tu veux y aller dessus. Oui, c'est pas parce que c'est toujours comme ça que c'est intelligent et qu'on doit continuer. Ah non, c'est pas intelligent, surtout pas du point de vue de l'ego, ça fait souffrir. Alors voilà pourquoi je dis qu'on devrait persévérer dans ce qu'on a commencé. Quelle onde de forme le Nazaréen a-t-il instauré dans la Révolution? Il a instauré une onde de forme où on pouvait se permettre d'être extrêmement riche tout en n'ayant pas d'argent. Il a instauré une onde de forme où on pouvait se permettre d'être extrêmement en contact avec de l'intelligence, sans pour cela nécessairement rejeter, haïr et bannir ceux qui n'avaient pas suffisamment de contact. Il avait une onde de forme relativement traditionnelle pour l'époque, c'est un araméen, qui lui permettait de pénétrer à travers les prêtres et à travers les prostituées ou les alcooliques. Même s'il venait d'une région de basse, de lit de société, les prêtres l'acceptaient sans problème, les rois l'acceptaient sans problème lorsqu'il pénétrait. Donc, il a instauré une onde de forme où ce n'était pas le vêtement,
mais où c'était beaucoup plus le regard, c'est-à-dire ce qui habitait l'âme, ce qui formait l'âme, qui s'exprimait à travers les yeux, et son langage qui déterminait l'aristocratie de l'époque. Et par la suite, il y a eu évidemment d'autres personnes qui se sont servis un peu de ces mémoires. Il y a eu François, qui est allé faire mettre le pape à genoux, alors que le pape, lui, travaillait avec une aristocratie, le vêtement qui fait le moine. À l'époque, évidemment, c'est la richesse qui faisait le pape. Et le pape, à cette époque, le pape était autre chose aussi qu'un copieur, parce qu'il a été capable de reconnaître François. Mais là, donc, le Nazaréen a mené différentes formes d'aristocratie qui permettaient d'homogénéiser un peu plus l'évolution des individus. Alors, si tu vois un riche imbécile, il fait partie d'un ordre. Si tu vois un pauvre imbécile, ils font partie tous les deux du même ordre. Le Nazaréen, lui, s'adressait beaucoup plus. Donc, l'onde de forme qu'il a amenée est une onde de forme qui permettait de reconnaître les individus en fonction de leurs paroles ou en fonction de leurs gestes, leurs fruits, plutôt qu'en fonction de ce que la génétique ou en fonction de ce que la tradition sociale leur avait légué. Et maintenant, le grand monarque, ça va être quoi la révolution majeure, si on fait un parallèle avec le Nazaréen? Ça va être ce que j'ai expliqué lors de la première partie. Ça va être... Il n'y a pas un point majeur qu'on peut retirer? Ben oui, c'est ce que j'ai expliqué lors de la première partie. Il y aura un point majeur en ce qui concerne la libération de l'enfant. Donc, ça va être l'androgynie. Oui, lorsque la femme parvient à être l'équitable de l'homme, on parle d'androgynie ou d'androgyna. Il y a cette révolution majeure, il y a une révolution majeure donc dans tous les facteurs que j'ai amenés. Dissolution des frontières, je considère que c'est une révolution majeure, et alliance entre les gouvernements, c'est une révolution majeure aussi. Déjà qu'aujourd'hui, ils ne s'entendent même pas entre eux, ni même entre mêmes partis politiques, alors entre gouvernements, c'est donc une révolution majeure. Les individus qui composent le grand monarque, est-ce qu'ils vont être chargés d'une manière positive ou négative? Est-ce qu'il y en a là-dedans des individus qui vont se contredire un contre l'autre? Non. Dans la phase de monarchisation, dans la phase de supramentalisation, dans la phase d'aristocratisation, il y a des individus qui ont trop d'ego, et à cause de leurs égos, ils ne sont pas capables de voir différents points de vue. C'est-à-dire qu'ils ont tellement goûté puissamment un point de vue particulier au niveau de l'énergie qu'ils refusent de lâcher ce point de vue pour aller vérifier un autre point de vue. Tous les points de vue sont bons. Mais on doit accepter de changer de point de vue. Et évidemment, l'individu qui n'a pas cette capacité a une tendance à s'obstiner, à contredire. Un peu plus tard, lorsqu'il sera suffisamment réchauffé, il saura qu'il avait raison et que l'autre avait raison. Ça va être plus facile. Vous avez des questions, vous les posez par écrit. La troisième partie, on répond à vos questions.